10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce lundi matin sur la radio, mes confrères et moi, pour commenter et décrypter l'actualité de ces derniers jours. Nous aurons un langage politique ce matin, puisque les prochains jours seront décisifs pour la tenue effective du dialogue politique au Togo. Les émissaires du facilitateur ghanéen sont à Lomé depuis hier après-midi pour des réunions préparatoires avec les protagonistes de la crise. Pendant ce temps, l'opposition maintient la pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. De nouvelles mobilisations mercredi, jeudi et samedi ont été donc annoncées. On aura l'occasion de revenir sur le sujet avec mes confrères. Ces interminables déplacements de Faure Gnassingbé à l'intérieur du pays qui alimentent toujours les discussions. Ce week-end, il était dans la région septentrionale, précisément à Lamatessi et à Sokodé. Comment comprendre véritablement ces déplacements du chef de l'État? Juste être proche des populations ou Faure Gnassingbé est déjà en campagne, ne serait-ce que pour éteindre les feux de la mobilisation de l'opposition. Nous reviendrons sur le sujet. Bienvenue. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Et juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le confrère Forum de la semaine qui titre sur la visite de Faure Gnassingbé à Sokodé. Pourquoi, quoique profondément attristé par les violences, Faure se rend à Sokodé, rassure les populations. Vous lirez l'article dans le journal. Économie, Faure Gnassingbé lance la ferme égypto-togolaise de Lamatessi. Les détails sont dans le journal. Et puis, suite aux destructions des biens publics et privés lors des manifestations, le CJD et le MJD favorables à la révision de la loi du 16 mai 2011. L'article est découvert dans le quotidien Forum de la semaine. Le quotidien Liberté qui évoque aussi la mobilisation contre le pouvoir de Faure Gnassingbé, de nouvelles manifestations mercredi, jeudi et samedi prochain. Jean-Pierre Fabre de déclarer « Il faut garder la flamme allumée, il faut qu'on travaille ensemble ». Vous lirez sa réaction dans le quotidien Liberté ce matin. Vote à la hussarde de la loi de finances rectificative, les travaux des contournements et de la voie Lomé-Vaughan à la charge de l'État. Les députés de l'opposition silencieux en guise de protestation. Nous aussi, tout à l'heure, nous reviendrons un petit peu sur le sujet. Et puis, relation entre la France et le Togo. Une ONG accuse la France de fournir des matériels de répression à la dictature quinquagénaire. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté de ce matin. Le correcteur, gestion de la crise politique au Togo, l'ère de diversion, écrit le journal. Retour de la mobilisation cette semaine. Vous lirez l'article dans le journal. Crise politique, quelle crédibilité pour Faure? Des menaces au camp Témédia, la réconciliation à Sokodé. Et le journal pose clairement la question finalement par rapport aux réactions finalement de Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal depuis le premier anniversaire des forces démocratiques pour la République. Le message d'espoir du président national, Maître Dodji à Pévon, c'est à découvrir dans le journal. Cellule présidentielle pour les projets prioritaires, la consécration de la ménopause politique du régime togolais. Et puis cette question, Yark a-t-il retrouvé les armes à Sokodé? La question est posée en relation à la visite de Faure Gnassingbé dans la ville de Sokodé finalement. Vous lirez l'interrogation à la page 3. Il y a le journal Nouvelle Opinion. Le Togo placé sur la voie du développement. Faure lance une ferme agricole à Lamatessi et communie avec les populations de Tchaoudjo. Vous lirez l'article dans le journal. 34e session ministérielle de la francophonie à Paris. Les économies nouvelles au cœur des échanges. Vous lirez cela dans le journal. Et puis, lutte contre le blanchiment d'argent. Le ministre Sani Yaya invite les acteurs à une sérieuse coopération internationale
et sous-régionales. Et puis la 14e foire internationale de Lomé, ouverture officielle ce matin. Vous venez d'écouter sur nos antennes les discours, notamment celui du ministre du Commerce. Et puis, on va dire la crise dans l'éducation et l'avenir des élèves. À quand la fin des perturbations des cours? C'est l'interrogation du confrère Nouvelle Opinion ce matin. La symphonie, Bikenti Maranatha, rapport d'enquête de la gendarmerie nationale. Le match était bel et bien truqué, écrit le confrère qui nous apprend que Améi Gabriel aurait même tenté de corrompre l'enquêteur principal. Vous lirez l'intégralité du rapport de la gendarmerie dans les colonnes du journal La Symphonie. Communiqué utile et juste, le gouvernement Classou a-t-il besoin d'un porte-parole? C'est l'interrogation du confrère La Symphonie. Et puis, justice, commerce illégal des espèces protégées, 24 mois de prison pour 2 trafiquants de peaux de pythons royaux. C'est dans le journal La Symphonie. Et puis, le dernier journal avec nous, c'est Courrier de la République. Les contours du dialogue se dessinent. Qu'est-ce qui confère un caractère spécial aux prochaines discussions? C'est l'interrogation du journal qui évoque des poids lourds qui sont sollicités. Allusion beaucoup plus faite donc à Pascal Bodiona et François Kilaï Sobaka. Fort dans la préfecture de Tchaoudjo, une visite qui dynamite la thèse de Yark. Et puis Mango, Bafilo et Sokodé, un si long étouffement comme si le temps s'est arrêté. L'article à découvrir dans le journal qui revient sur le match Bikenti Maranatha, sacré exploit de la gendarmerie, quitte des incendies et braquages. Vous lirez cela dans l'hebdomadaire Courrier de la République dans les kiosques ce matin. Alors, outre Courrier de la République, vous avez le journal La Symphonie. Il y a le journal La Nouvelle Opinion également qui est dans les kiosques. Il y a le Correcteur, le quotidien Forum de la Semaine et le quotidien Liberté. Taxi FM. Le monde en une radio. Retour en studio avec mes confrères et Elom Tissobé, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Bonjour Michel Tadia du journal Loire les Vainqueurs. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis auditeurs. Alors je voudrais avoir votre avis sur cette vote de la loi de finances rectificative qui a eu lieu la semaine dernière où le gouvernement togolais prend de nouveau en charge la voie Lomé, Vaughan, Enfouin. Alors qu'il y a de l'argent qui avait été débloqué avant, on fait un budget, une vote de la loi de finances rectificative et l'État nous renseigne qu'il reprend en son compte encore cette voie. On débourse de nouveaux fonds. Est-ce qu'il n'y a pas de souci là-bas, Michel? Non, vous savez, cette affaire-là, c'est un peu difficile de parler de ce dossier parce que nous en avons tellement parlé. Et cette route-là que nous appelons la route de la honte, parce que cette route a permis, en tout cas, la route Lomé Vaughan-Enfouin a permis de voir certaines lacunes au niveau du gouvernement. Et nous avons cru à un moment donné qu'avec la sortie du Premier ministre, peut-être c'était une manière de rectifier le tir. Il peut y avoir des erreurs, on peut les corriger, mais la sortie du Premier ministre n'a rien arrangé. Puisque quelques jours après, c'est le ministre des Finances qui dit que non, on dit que cette route-là sera reprise par une entreprise chinoise. À son avis, il n'y a aucun accord, actuellement un contrat entre la société chinoise dont on parle et l'État togolais. Ça, c'est en décembre dernier. Voilà. Presque une année. Une année, ça. Donc, après, c'est le ministre, le tout-puissant ministre des Travaux publics, Nsonyo Pam, qui, lors d'un entretien sur une radio de la place, tentait même d'insulter ceux qui le critiquent, tentait de faire croire aux Togolais que lui n'a rien à se reprocher. Mais vous savez, dans la gestion d'un État, je pense qu'il y a certaines choses, vous gouvernez pour les gens, et quand les gens là ne sont pas contents, ça se sent. Parce que vous passez sur cette route, cette voie-là, vous voyez comment les riverains
souffre, comment les usagers souffrent. Et aujourd'hui, quand on dit encore que l'État est en train de répondre, techniquement, je n'ai pas encore les termes de ce dossier pour voir concrètement. En même temps, le fait simple de nous avoir dit que l'État a débloqué 26 milliards de francs CFA pour faire le travail. Oui. Et on sait que le travail n'a pas été fait véritablement. Oui. Mais l'argent a été quand même débloqué. Vous faisiez partie des journaux qui nous ont dit l'autre fois qu'il y a eu de l'argent qui a été débloqué pour ce BTP et tout ça. Oui. Et que maintenant, l'État vient nous dire qu'il va remettre de l'argent encore sur le terrain. Est-ce que ça ne pose pas déjà un problème? Alors qu'il y a des écoles où les enfants fréquentent sous des paillotes. Il y a des écoles qui n'ont pas de table-banc. Le chef de l'État lui-même était obligé la dernière fois, par l'intermédiaire de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Meminatou, de donner des bancs au lycée de Kerem Koukaville. Oui. Pour dire que pratiquement sur tout le territoire, il y a des manques énormes par rapport aux matériels didactiques et autres. Et quand on voit ça, l'État encore est obligé de se serrer la ceinture pour pouvoir faire face à des dépenses que normalement on n'aurait pas dû, sur lesquelles on n'aurait pas dû revenir. Mais vraiment, et ce qui est vraiment chose, on n'explique rien. On ne nous dit rien. Et le ministre de la Femme semble être très serein. Et moi, quand je le vois à la télé, peut-être aux côtés du chef d'État pour l'inauguration d'une infrastructure ou d'un ouvrage, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas, quand le chef d'État le regarde derrière, il est content d'avoir un ministre comme ça. Non, c'est pas possible. Les Togolais voient tout ça là. Et au moment où le chef d'État dit qu'il faut de la rigueur dans la gestion des deniers publics, mais que des gens, soit qu'on nous explique pourquoi cette situation, et on va comprendre. Visiblement, on passe par perte et profit. Au profit, tout ça là, ça veut dire que tout ce qu'on a mis jusqu'à présent, et ce qui doit encore faire mal, c'est que malgré tout ce qu'on dit jusqu'à présent, moi je passe régulièrement parce que mes bureaux sont vers là. Oui. C'est une route, lorsque vous l'empruntez, mais c'est vraiment compliqué. Et on va mettre 10 ans pour un tronçon. 10 ans pour un tronçon, mais on a commencé ça plus de 4 ans qu'on est sur cette voie. Vous voyez ce que les gens ont dû. Et qu'on nous dise que l'État est obligé de donner encore, alors que l'éducation, la santé sont là, les enseignants sont régulièrement, ils vont encore repartir en grève peut-être la semaine prochaine. Bien sûr. Et non, moi ça me fait mal de parler de ce dossier. D'accord, merci beaucoup Michel. Et l'homme, quel est votre avis sur ce nouvel engagement de l'État togolais dans cette infrastructure? Bon, en fait, je pense que Michel a dit beaucoup de choses par rapport à ce dossier. On en a tellement parlé. On a parlé de ce dossier de long en large dans beaucoup de tranches et dans beaucoup d'émissions. On a écouté l'intéressé lui-même parler. Et on a également assisté aux problèmes qu'a connu Seko BTP dans ce pays. Et donc aujourd'hui, si l'État remet sur ce dossier, remet sur la table ce dossier avec un nouveau financement, je pense qu'il y a problème parce que on ne peut pas aujourd'hui continuer de commettre des crimes économiques et sans que cela ne soit puni. Et cette affaire-là, c'est une affaire de milliards. Et au niveau du Parlement, le ministre des Infrastructures a dit que l'entreprise chargée d'exécuter les travaux qui était Seko BTP a pris une partie de l'argent pour s'équiper. Alors c'est le même ministre qui a dit lors du lancement de ce chantier que la meilleure entreprise à même de réaliser ces travaux, c'est Seko BTP. Oui. Et donc, je ne sais pas sur la base de quoi les uns les autres ont fait leur discours. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir faire une enquête parlementaire. Si le Parlement estime qu'il n'a pas été suffisamment informé de la situation. Aujourd'hui, le Parlement a voté le test, la loi de finances rectificative. Oui. Ça veut dire que le Parlement est d'accord que mais au-delà, on donne son accord à l'État togolais. Au-delà du budget, de mettre encore de l'argent là-dedans. Au-delà du collectif budgétaire qu'il y a eu, je pense qu'il va falloir soit une enquête parlementaire, soit que la Cour des comptes se saisisse du dossier. Parce qu'il faut qu'on voit clair. C'est-à-dire on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent public comme ça. C'est-à-dire c'est une affaire de milliards. Il y a des gens qui sont impliqués là-dedans. Il va falloir qu'on voit clair. Ça se passe dans des pays. On a vu comment ça se passe, par exemple au Bénin, où on débarque le ministre des Infrastructures par rapport à des soucis. Oui. Mais on a vu ici, les responsabilités sont situées. Mais il va falloir que d'un jour à l'autre, il y ait quand même des plaintes et il y a quand même ce qu'on appelle
qu'on punisse des gens conformément à la loi, parce qu'on ne peut pas continuer à connaître de ces genres de choses. Vous voyez, ce qu'a va faire jurisprudence demain, si quelqu'un a même de pouvoir exécuter un chantier et dit que bon, cet argent-là, l'entreprise a pris pour s'équiper, bon, l'État est obligé de faire ce qu'on appelle un collectif budgétaire pour couvrir ou pour combler le trou, parce qu'il y a une entreprise chinoise qui aujourd'hui est en train d'exécuter les travaux et ça avance un peu. Et il va falloir qu'on puisse trouver un peu de sous, parce que les sous qu'on avait avant, l'entreprise s'est équipée avec. Je pense qu'il y a un problème fondamental par rapport à la gestion des infrastructures dans ce pays. Récemment, vous avez vu le rapport qui a été publié au niveau d'une institution, d'une organisation sous-régionale, en disant que le Togo est en avance en ce qui concerne l'enveloppe destinée à la construction des infrastructures publiques, notamment les routes, en avance sur la Côte d'Ivoire qui en a consacré moins et le Togo en a consacré plus. Et donc, si le Togo en a consacré plus, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a des cas de corruption. C'est comme par exemple la route Lomé-Vogan et comme bien d'autres. Donc, il va falloir qu'on puisse véritablement, si le Parlement est véritablement indépendant, il va falloir qu'on puisse diligenter une enquête parlementaire ou soit au niveau du gouvernement saisir la balle au bon. Maintenant, au-delà même de ce cas Lomé-Vogan en point, moi, la question du collectif budgétaire, la dernière fois, me pose un problème. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où depuis août 2017, il y a une succession d'événements. Et officiellement, les responsables du pays reconnaissent que ça pose problème par rapport à l'économie. On a dit que ça crée un manque à gagner d'1 milliard 3 millions. On a assisté à la conférence de presse de ces deux émissaires du gouvernement par rapport à 3 jours de marche. Et on apprend également qu'au niveau de l'Office togolais des recettes, c'est des grincements dedans parce que les gens n'arrivent pas à recouvrer et tout ça. Et puis, c'est en cette même année, pendant cette période, que le ministre de l'économie nous annonce qu'on revoit les recettes à la hausse. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse nous expliquer. On ne peut pas nous dire que les recettes baissent parce qu'il y a crise politique et on va au Parlement et on augmente les dépenses. Et on augmente les recettes. Mais ils tapent sur quoi? C'est inimaginable. À la limite, on nous prend pour des bêtes. C'est-à-dire que vous-même vous dites que les recettes ne suivent pas et qu'il y a une crise politique. Maintenant, vous allez au Parlement et puis subitement, vous augmentez les recettes. Mais sur quelle base? Et puis, ils augmentent les recettes non fiscales. Ils disent dans le budget, vous lisez le collectif budgétaire, vous voyez qu'on parle de recettes fiscales et non fiscales. Ils disent que les recettes fiscales aussi ont augmenté et que l'État mise sur ceci, cela. Mais l'État mise sur quoi? Alors que vous reconnaissez qu'il y a une crise politique. On est à un mois de la fin de l'année. On est à un mois de la fin de l'année, mais c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui disent que l'économie, ça ne va pas. Le port, c'est vide. L'OTR, ça ne va pas. Mais ils misent sur quoi pour faire entrer ces milliards? C'est ça la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement est en train de soulever comme argument fondamental pour revoir le budget à la hausse? C'est ça que moi je me pose comme question. À moins qu'on me dise qu'il y a des sous de quelque part qu'on n'a pas déclaré dans le budget. Donc voilà, ça pose un problème. Alors tout ça là, c'est un flou kafkaïen finalement, Michel. Mais puisque c'est les termes utilisés, c'est des termes économiques que vous et moi nous ne maîtrisons pas trop. Vous voyez, ceux qui ont la commission au niveau, le gouvernement, lui, là, il a évalué les dépenses, il a envoyé, mais la commission au niveau du Parlement qui a fait ce travail, peut-être c'est à elle, la commission des finances, c'est à elle de nous dire comment, par quelle alchimie ils sont arrivés là. C'est à elle de nous expliquer. Parce que le gouvernement, lui, il a des besoins. Il va l'exprimer, c'est clair. Mais maintenant, la commission qui doit statuer sur ce budget-là avant son vote, c'est à elle de nous expliquer, c'est à elle de nous... Pour le moment, on n'a pas encore voté le budget. Il y a des rubriques qu'on doit quand même suivre de très près, mais comme on ne l'a pas encore, bon, on va espérer. Non, le texte a été voté. Oui, mais nous n'avons pas encore les termes. Oui, mais ça a été voté au Parlement. L'autre fois, si vous avez bien suivi, ça a été voté. Oui. Et les députés de l'opposition ont décidé de ne pas parler en signe de protestation, comme le confrère Liberté l'a rapporté ce matin. Mais si nous évoquons le cas de la route Lomé-Vogan-Enfin, qui semble être un sujet d'ordre social, oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de couvrir des gens qui sont amusés avec l'argent public par le fait simple qu'on ne les poursuive pas, qu'on ne les recherche pas? Mais bon, de toutes les façons, je pense que nous sommes dirigés par des gens responsables. Si on maquille les comptes, un jour ou l'autre, ça va se savoir. Ah oui? Oui, puisque nous sommes suivis par les partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, le FMI et puis d'autres aussi partenaires qui, en tout cas en matière de finances, qui ont même leur bureau au CASEF là-bas, qui nous suivent de très près. Je ne pense pas que le gouvernement peut s'amuser à le faire, hein, parce que tôt ou tard, ça va ressortir. Mais si tel est que, comme tu le dis, il y a des gens convaincus. Si il y a des gens
il y a des gens, c'est ça c'est clair. Il y a des gens qui posent des actes et on ne veut pas. Moi, je l'ai toujours dit, ça dit, un pays, il n'y a pas un pays où on ne punit pas les gens et ce pays avance. Il n'y en a pas. Un pays où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais on ne punit personne. Ça, c'est un pays qui a mais aujourd'hui, on ne punit personne. Et on ne punit personne, c'est l'impression qu'on a. Et quand c'est comme ça, mais ma foi, au fur et à mesure que nous allons avancer, il y a des problèmes qui vont se poser. On ne peut pas, pour des raisons que nous ne connaissons pas, couvrir des gens qui vraiment posent des actes répréhensibles. Il faut quand même traquer les gens. Hein, vous écoutez les médias internationaux avec moi où on dépose des ministres pour avoir on manqué. On évoque des raisons. Ici, on dépose des gens, il n'y a pas, mais tu peux être même au salon du chef de l'État, on te dégage, parce que c'est l'État qui compte. Ce n'est pas, ta personne ne concerne pas les gens, c'est le pays. C'est le pays. Mais ici, bon, vous voyez comment la manière dont le ministre d'une femme, chaque fois, il a des termes arrogants, il n'est jamais inquiété. C'est pourquoi je dis, peut-être qu'on nous cache quelque chose. Ce dossier-là, peut-être que nous ne le maîtrisons pas à fond. Sinon, dans un pays où mais vraiment les choses sont suivies. Mais le ministre Nyonfam, c'est quelqu'un qui ne doit pas être là où il est actuellement. Peut-être que le ministre Nyonfam a des appuis, a des soutiens au niveau du gouvernement, mais c'est lui qui nous a renseigné que Seko Beté-Pré a pris l'argent et est allé s'équiper. Normalement. Entre-temps, Seko a dit le travail, je ne fais plus, je n'ai plus les moyens, et il laisse les travaux, il s'en va. À lui aussi, on le dit rien. Normalement, alors, finalement, le ministre, après avoir tenu ses propos devant les parlementaires, normalement, la séance prochaine, les parlementaires devaient manifester. Ils devaient manifester. Et ça, au-delà de ça, tu as oublié aussi un aspect. Il a trompé les élus du peuple en leur disant que la voie là serait finie avant le 31 décembre 2016. Ça fait un an bientôt. Oui. Ça est ministre de la République, mais il n'est pas au-dessus de l'État. Il n'est pas au-dessus du Parlement. On doit le dégager. Mais il est là. Parce que, bon, on ne sait pas pourquoi. Et là. Bon, oui, comme Michel l'a dit tout à l'heure, la route problématique, hein, Lomé-Vaughan, au fond, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et moi, comme ça devient finalement une arlésienne, on ne sait pas finalement si l'État va finir par prendre ses responsabilités. Parce que ce dossier est un dossier épineux. Et il va falloir qu'on puisse voir clair et rendre compte. Je ne sais pas. Il n'y a même pas de garantie que l'argent là, que l'État va remettre, va insérer de nouveau dans la cagnotte. Voilà. Si il y aura une bonne utilisation. Il y aura quand même une bonne gestion qui sera faite de cette cagnotte-là. Mais c'est ça le problème. On n'est pas rassuré, hein. Non, rien ne nous garantit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une succession d'événements qui prouvent qu'il y a de l'impunité, des crimes économiques dans ce pays. Vous prenez le rapport de la CAN 2013. Tout ce qu'il y a comme anomalie, personne n'a été inquiété. Vous prenez la route Lomé-Vaughan en foin. Tout ce qu'il y a comme anomalie, personne n'a été inquiété. Les gens ont disparu avec les sous. Les gens ont géré de façon bizarre. Personne n'a été inquiété. Vous avez aujourd'hui un cas à l'hôtel de février, Radisson Blu qui est parti. Vous avez une information judiciaire ouverte contre les responsables de l'hôtel. On n'en sait absolument rien. On dit rien à la presse. On dit rien à la presse. La BOAD réclame ses 28 milliards de francs CFA parce qu'elle est à la tête d'un consortium de banques privées, notamment la BOA, la BTC et l'UTB qui ont prêté de l'argent à l'État. On n'a pas encore remboursé un seul franc. Et vous avez, la BOAD demande son argent. Oui, mais c'est 28 milliards, c'est public. C'est-à-dire c'est un prêt de 8 milliards que la BOAD a accordé à l'État qui était de commun accord avec le groupe Calian Hospitality qui est le concessionnaire de l'hôtel. Et aujourd'hui, le groupe Radisson Blu s'est retiré parce que, Carlson Résident, propriétaire de Radisson Blu là-bas, parce qu'officiellement, on a évoqué des soucis de gestion. Bien sûr. Bon, maintenant, la gestion, là, quand on dit gestion, c'est quoi? Oui, mais il y a trop de problèmes pour qu'on puisse... Mais les crimes économiques, il y en a tous les jours dans ce pays, mais personne n'est inquiété. C'est ça qui pose problème, parce qu'il s'agit de l'argent public et il s'agit de l'argent du contribuable. Tout le monde paie des impôts, mais tout le monde... Chacun qui a une entreprise paie les impôts. Et au même moment, on fait des activités économiques, on paie la douane et tout ça, mais le citoyen a le droit... quand même le droit d'avoir quand même ce qu'on appelle un principe de redevabilité de l'État. C'est l'État qui doit maintenant rendre compte de comment il gère l'argent public. Mais vous avez tous ces dossiers. Et puis le citoyen a le droit de savoir le contrôle citoyen de l'action publique. Oui. Le citoyen a ce droit. Mais
Mais ça, c'est le rôle aussi de la société civile, non? Oui, de la société, de nous les hommes de médias. Nous on fait ce que nous revient. Et regarde, mais là, il faut punir. Il faut punir. Et regarde avec moi. Le ministre de la fonction publique, J.P. Barara, qui sort un communiqué dans lequel il se lamente. Comme quoi certains sont partis à la retraite, ils refusent de partir. Est-ce qu'on a besoin d'un communiqué comme ça? Non. Dans une république comme la nôtre. Il a la force Mais publique. ceux qui ne veulent pas partir là, ils sont admis à la retraite là. Ils sont dessus de l'État. Ils comptent sur quoi? Mais ils sont là. Tu sors de ce studio, tu vas les croiser. Mais ils n'ont aucun problème. Ils narguent les gens comme ils veulent. Comment un ministre peut pondre un communiqué? Mais je pense quand même qu'il faut d'abord les informer. Non, ce n'est pas par cette voie. Oui, mais il faut ce n'est pas par cette voie. Informer qui? Il a fait quoi? Je pense. Non, le ministre en sortant ce communiqué, il a fait quoi avant de sortir ce communiqué? Non, Michel, je pense. C'est anormal. Non, je pense que. Non. Il y a une situation. Non. Il y a une situation, tout le monde est d'accord qu'il y a des gens. Il y a même des gens au gouvernement qui sont à la retraite, mais qui sont toujours à la comme ils sont, c'est une pause politique, il n'y a pas de problème. Voilà. Quelqu'un qui est dans un bureau, qui va à la retraite, il me souvient que il y a un directeur du côté de Kakaveli là-bas, j'oublie un peu le nom du service, qui est parti à la retraite, qui refuse de partir, qui a gardé les véhicules de service. Et pour retirer ce véhicule, mais ce fut un scandale. Où la gendarmerie ou la police l'a pourchassé dans la rue pour retirer le véhicule. Non, sérieux? Non, je suis sérieux, mon frère. Je suis sérieux de ce que je dis. Mais vous, dans quel pays ça? Il compte ce monsieur, il compte, on l'arrête, mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas les petits citoyens qu'on écrase tout le temps, qu'on brime. Mais lui là, il a travaillé là à la retraite. Si l'État veut, on le décore et il part. Mais ils sont là pleins. Ils sont là. Et le ministre de la fonction peut communiquer que c'est comme ça, il se plaint que les gens sont là. Non, mais ces gens-là, moi je dis. Il devait agir. Quand on est ferme à la retraite, on part. Mais le lendemain, vous partez. Parce que nous sommes 7 millions, vous avez cette chance. Vous devez travailler pendant 30 ou je ne sais combien d'années. Vous devez dégager. Il y a d'autres Togolais qui arrivent, qui sont même bardés de bombes, peut-être 3 fois plus que vous. Non, je pense qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce Non, mais je pense que c'est un processus. Vous savez, quand le ministre Barara est arrivé, j'ai suivi. Il y a eu quand même un séminaire qui a été organisé où il a dit que dans l'administration, vous vous rappelez très bien, et tous les gens avaient la tête baissée parce qu'il leur a dit les 4 vérités par rapport à ça. Que dans l'administration, les gens sont là assis. Vous voyez, par exemple, le gars vient au boulot, vous avez la veste accrochée plutôt à la chaise, le gars même n'est pas là. Oui. Et donc, ça, il n'apprenait rien aux Togolais. Les Togolais le savaient depuis des années. Le peuple président Yadema descendait de temps en temps. Il a constaté ça, comme la Mali descendait de temps en temps. Les gens, la question, les gens vidaient l'administration, tout le monde la connaît. Le ministre Barra, le premier ministre de la fonction publique, il y a eu d'autres ministres avant lui. Oui. Donc je ne voudrais pas qu'on puisse faire le débat autour de lui. Mais non, je dis, en fait, ce que je dis, ce n'est pas une manière de l'accuser. Je n'accuse pas le ministre Barra dans ce que j'ai dit. Tu ne m'as pas bien saisi. Je dis, il n'aurait pas dû prendre un communiqué. Il agit. Il a ce devoir, il a ce pouvoir de discipliner les gens dans l'administration publique. Ceux qui vont accrocher leur veste, ils disparaissent. Il y en a. Ce matin, même si vous circulez dans les bureaux, vous allez trouver. Mais ceux qui vont à la retraite, ils ne partent pas. C'est des criminels. Oui, moi je les assume à des criminels. Ceux qui vont à la retraite, ils refusent de partir. Mais le Togo, ce n'est pas pour vous. C'est pas pour eux seuls. C'est pas pour eux seuls. Voilà. Je me suis corrigé. Ce n'est pas pour eux seuls. Et donc, ils doivent avoir la mesure de la chose que lorsque vous servez une nation, vous êtes à la retraite. Donc, c'est entre autres situations que nous voyons et qu'on ne punit pas, qui nous agacent, qui nous gênent. Oui, mais justement, par rapport à ça, les crimes économiques qui restent impunis, par exemple, vous prenez aujourd'hui le cas de la BTCI, où un beau matin, on essaie d'éjecter une dame du jeu, on ramène un blanc, on essaie de placer autour de ce blanc-là des adjoints. Qui est déjà admis à la retraite. Mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est pour revenir au dossier de Michel, UTB et tout ça, de Patrick Mestralé, des gens qui sont à la retraite, qu'on rappelle comme adjoint pour venir gérer une banque. Mais je pense qu'à la limite, on se moque de ceux qui aujourd'hui... Ça dit qu'il n'y a pas de compétences réelles, avérées. Non, et c'est quand ceux-là qu'on laisse là. Quand ils mourront, on va les réveiller. Non, moi je... Pour venir continuer. Non, mais moi je... Comment les réveiller, Michel? Mais quand même, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de compétences.
Bien, Yeah. alors, Vélicé. Pour parler en général de ces crimes économiques, c'est-à-dire qu'il y en a tellement que, à ce jour, l'État refuse quand même de voir les choses en face et de prendre ses responsabilités. Il y a eu dans ce pays des ministres qu'on a dégommés officieusement, selon des informations que nous avons eues, pour une mauvaise gestion. Mais les mêmes ministres sont revenus aux affaires. Oui. Il y a eu mais comment vous comprenez des choses comme ça? C'est-à-dire qu'à la limite, il y a un problème. Je ne sais pas si des gens ont un problème avec l'éthique. Je ne sais pas si ça manque, c'est certains mots qui manquent dans le dictionnaire, mais il y a ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire qu'il y a des choses, toi même si tu te regardes dans un miroir, tu sais que des choses comme ça, je ne peux plus revenir. Parce que, à la limite, vous vous moquez des gens, c'est-à-dire, vous avez commis des crimes, et vous devez rendre compte, etc. On ne vous a pas sanctionné, vous revenez, et vous êtes tout souriant, vous continuez votre travail, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse quand même dire ça. Alors, pendant ce temps, on parle beaucoup de la jeunesse. Les politiques évoquent constamment la jeunesse togolaise au centre des politiques. Est-ce qu'ils sont sincères en réalité, Michel? Est-ce qu'il y a de la sincérité? Quand à côté des jeunes, on fait toujours la promotion des retraités. Je pense que ils sont sincères. Ils sont sincères, sauf qu'ils ne regardent pas de tous côtés. Ils pensent que le fait de chercher à créer, par exemple, initier des politiques dans le sens d'aider les jeunes à mieux s'en sortir, notamment les programmes comme Foyer, ANVT. Mais vous voyez ce que ça pose comme problème aussi au niveau de ANVT, puisque les gens partent actuellement, mais l'État a besoin des gens, mais on est obligé de laisser les gens. Bon, c'est vrai, ils avaient signé un contrat, c'est volontariat. Hein. En fait, ils savaient qu'à terme, ils vont partir. Ça, mais au même moment, l'État a des besoins. Mais on ne pense pas à ces jeunes-là, mais on préfère garder les gens qui travaillent, mais qui sont à 10 000 à la tête. Je pense que l'État est soucieux de faire en sorte que les jeunes qui se plaignent de temps en temps puissent être insérés. Mais au même moment, on pratique à côté certaines politiques qui inquiètent la même jeunesse. Parce que le fait de faire du cumul de fonctions, les jeunes se demandent, mais c'est quoi? Le fait que des gens partent à la tête, ils ne partent pas. Mais les jeunes se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ont l'impression que l'horizon est bouché pour eux. Et quand c'est comme ça, mais c'est ces jeunes-là qui sont candidats à tout ce que vous connaissez. Mais les gens sont obligés, quand vous voyez ceux qui manœuvrent dans la rue, mais c'est la plupart, c'est des jeunes. Il y en a aussi qui sont sur la route de Libye et voilà. Et malheureusement, on a un grand cimetière des 5 dernières années. Le plus grand cimetière du monde, c'est la Méditerranée. Et c'est les jeunes qui sont là-bas. Ils ne reviendront jamais. Ça fait du mal. Mais je pense que le gouvernement doit faire la part des choses. Chercher du volontariat pour des jeunes, oui, pour les amener à acquérir des expériences. C'est bon. Amener les jeunes à s'auto-employer, c'est bien. Mais les retraités doivent dégager. Les communes de fonction, on doit mettre fin à ça. Parce qu'il y a d'autres Togolais. Quelqu'un qui est directeur... Je vous donne l'exemple, par exemple, excusez-moi de me répéter, l'exemple du directeur général du SALT actuel. Le colonel Yamal Lata. Il était en anarque, DG anarque. Il a été nommé ministre de la sécurité. Il cumulait. Oui, il a cumulé. Et il était PCA de Togo Télécom. Oui. Dans le conseil d'administration. Voilà. Il est sorti du gouvernement. Il a repris il continuait dans son anarque. Il est parti à la retraite militaire. Il est toujours dans l'anarque. Et maintenant, un jeune qu'on venait de mettre à la salle, on le dégage. Malik. Et ça veut dire qu'il est actuellement directeur de DG de 2 sociétés. Il est DG de 2 sociétés. Et là où peut-être les gens ne font pas attention, la SALT est sous l'ANAC. C'est-à-dire c'est comme la SALT est une succursale de l'ANAC. Donc il est président en haut, directeur DG en haut et DG en bas aussi. C'est-à-dire tout, c'est lui. Mais quand vous voyez ça, et les jeunes sont là, ils regardent, ils voient ça, et vous dites que la jeunesse est au centre de tout. Mais les jeunes ont des difficultés à comprendre ce langage. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris pour que les Togolais comprennent à peu près. Une ère de contradiction finalement dans les politiques de gouvernance qu'on décline chaque jour que l'occasion se présente. Et l'homme. Non, mais moi, ça dit que quand on parle de la jeunesse en général en Afrique,
ça pose un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse qui représente la partie la plus importante de la démographie en Afrique aujourd'hui, elle est aisée. Vous prenez tous les pays aujourd'hui, il y a une crise de la jeunesse. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que cette année, l'Union africaine a placé et son thème sous le dividende démographique, tirer meilleur profit de la jeunesse africaine. Mais malheureusement, et comme Dieu existe, c'est cette année justement qu'il y a eu ça, ce qui s'est passé en Libye, où on parle des migrants, etc. Vous savez, ce dossier, et là je vais rejoindre Michel sur ça, parce que c'est quand même d'actualité. Quand on parle aujourd'hui des migrants, de la crise qui se passe, de la crise des migrants en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, c'est aussi la crise de la jeunesse. C'est-à-dire, vous avez ces personnes qui aujourd'hui vont à Tripoli, par Agadez et par Daloa. Daloa, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, et enfin au centre-ouest, voilà. Et vous avez Agadez qui est au nord du Niger. Et ça, c'est les deux portes de sortie principales en ce qui concerne les migrants. Mais aujourd'hui, les chefs d'État n'en font rien. Il a fallu que CNN puisse diffuser ce qui se passe depuis des années. C'est maintenant qu'ils sont suffisamment informés pour dire que mais ils condamnent, ils s'indignent. Moi, ça me choque. Parce que ce débat sur les migrants, on le fait depuis 3, 4, 5 ans. Les gens, bon, à la limite, ils sont là, ils disent pas grand-chose. L'Union européenne avait convoqué un sommet à La Valette entre chefs d'État africains et Union européenne. Vous avez vu 3 chefs d'État sur 54 qui étaient à ce sommet. Mais vous rendez compte que les gens, finalement, se moquent de nous. C'est-à-dire, à la limite, on dit, bon, on va chercher des avions, on va aller récupérer les migrants. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui a commencé à rapatrier ces éléments. Vous voyez le Cameroun qui a dépêché des avions sur place. Vous voyez d'autres pays qui l'ont fait également. Ces mêmes migrants vont repartir. Les sous que vous allez leur remettre, ils vont reprendre les mêmes canaux, les mêmes embarcations de fortune, tant qu'ils n'auront pas solution aux problèmes qu'ils ont. Vous avez en Afrique... C'est l'échec des politiques nationales, finalement, pour donner quelque chose à la jeunesse, qui fait que tout le temps, elles sont sur le chemin. Bon, autant il faut accuser les dirigeants, autant il faut accuser un jeune qui manifestement prend 2000 € pour pouvoir prendre une pirogue. C'est-à-dire que moi, je ne conçois pas le fait qu'on prenne 2000 € et ça fait à peu près... ça fait combien? Ça fait à peu près 1,5 million. Mais avec ça, vous pouvez démarrer une activité sur place. Mais ils n'ont pas les 2000 € en mai comme ça. Mais pour pouvoir... faites partie d'une association qui gère ce problème. Justement, nous on a reçu des gens qui sont partis avec 1200 € cash. Ils l'ont cash. Ils sont partis avec 1200 €. La plupart ne l'ont pas cash. Parce qu'il faut plusieurs témoignages. Quand ils arrivent dans un pays, ils font du boulot, ils ont un peu d'argent, ils prennent le chemin. En fait, le chemin c'est quoi? C'est-à-dire vous n'avez pas les 1200 € ne suffisent pas pour arriver à Lampedusa. Oui. Mais ça suffit pour arriver en Libye. C'est-à-dire vous avez 1200 €, vous payez le trajet d'ici. Il y a des compagnies de transport ici sur place qui rallient le Niger. Oui. Et donc, par rapport aux passeurs de migrants, quand vous interrogez ces jeunes de retour, ils vous disent, vous payez à des sources anonymes le transport Lomé-Niamey. Niamey, Agadez, il y a un autre point au niveau de la Libye. Voilà, vous arrivez là-bas et vous prenez une embarcation de fortune, vous débarquez quelque part et puis vous êtes là, mais sur le chemin, on vous rançonne aussi. Bien sûr. C'est des choses qu'on vous dit, on vous rançonne sur le chemin. Et là, vous arrivez à Tripoli, vous travaillez pour trouver encore un peu de sous parce que vous voulez aller à Lampedusa. Oui. Mais c'est que cette affaire, il faut vraiment que les chefs d'État, parce que ceux qui aujourd'hui rapatrient les migrants, ils sont fiers. Ça veut dire qu'il faut s'occuper des jeunes. Il faut aujourd'hui s'occuper de la jeunesse parce qu'on ne peut pas comprendre que des pays soient avec une croissance économique avec des chiffres à 2, c'est-à-dire vous avez par exemple la Côte d'Ivoire dont la croissance économique dépasse 8%. Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des pays on est à peu près 5-6%. Oui. Mais aujourd'hui, comment vous comprenez que les gens avec des taux de croissance de 10%, 8%, avec leurs jeunes puissent aller dans des pays où ça ne va pas pratiquement. Soit on maquille les comptes, soit... Tu sais, cette affaire-là, normalement, depuis... En fait, ce dossier est connu même des chefs d'État, parce qu'il y a des migrants qui ont les rescapés qui sont revenus. Ils comptent. Pas plus qu'hier, j'ai suivi un film dans ce sens-là. Vous savez, ce n'est pas parce que la chaîne CNN a publié ces images-là. Bon, les gens, par peut-être pour ne pas suivre la foule de leurs concitoyens, des responsables politiques, les chefs d'État, par ici, par là, se prononcent. Même avec cette affaire, même le chef de l'État actuel de notre pays, qui est président de la CEDEAO, pouvait convoquer une conférence extraordinaire. Oui, parce que la plupart de ces gens-là, c'est il a dit l'Afrique subsaharienne. Cette semaine,
à Abidjan, ils vont en discuter. Non, l'UIA même devait convoquer une conférence extraordinaire sur la question. Si vraiment les gens là peut-être étaient... pour harmoniser les points de vue avant de rencontrer l'Union européenne. Oui, ils devaient le faire. Parce que c'est extrêmement grave. Et derrière les sorties des chefs d'État, moi je vois une certaine hypocrisie. Parce que le Niger, par exemple, je prends le cas du Niger, parce que c'est une plaque tournante des migrants. Vous rentrez, et l'homme le disait, vous rentrez à Agadez, la police vous attend là-bas, vous payez 11 000. Vous comprenez? Vous payez 11 000. Quand vous voulez sortir d'Agadez, maintenant vous êtes embarqué. Direction, parce qu'il y a l'autre destination qui est, c'est l'Oasis, ils appellent ça Dirkou. C'est là-bas même, certains même finissent là-bas. Puisque arrivé là-bas, vous n'avez rien. Vous faites les, comment l'appelle-t-on, du manœuvrage. Oui. Vous n'aurez jamais de réunir, vous ne pouvez jamais réunir les moyens pour continuer. Peut-être vous finissez par mourir là-bas. Donc c'est là-bas même le piège commence. Dirkou là. Et de là, vous faites 5 jours, une semaine pour arriver en Libye. Donc, quand vous embarquez à Agadez pour du coup, vous sortez, la mairie vous prend 10 000. Voilà. Les pays qui pensent qui disent qu'ils ne sont au courant de rien. Voilà ce qui se passe. La mairie prend 10 000. 10 000. La police vous a pris 11 000. J'ai suivi, pas plus hier nuit, j'ai passé la veille pour suivre un truc comme ça. Une chaîne. Donc, mais j'ai dit, mais voilà, mais le ministre de l'Intérieur du Niger, entre-temps, s'est prononcé sur le dossier. Il dit qu'ils ne peuvent rien, il faut qu'on finance les projets pour aider les jeunes parce qu'ils ne peuvent rien. Mais ça rapporte les jeunes qui passent par là, mais voilà l'État qui suce. Mais après, maintenant, on dit, non, on ne sait pas comment ça s'est passé, on est indigné, on est. Même les jeunes qui sont là-bas, qui aident les migrants d'abord à dormir dans les ghettos et après à embarquer là, à s'inscrire, parce que vous quittez ici, vous allez faire 2 mois même à Agadez, le temps que les passeurs là trouvent un nombre important. Les jeunes qui sont là-bas, hors micro, ils disent ils savent que c'est un vilain métier, mais ils ont besoin de l'argent pour vivre. Et comment tu peux aider ton frère, sachant pertinemment que peut-être il ne va pas arriver à destinée, il va mourir en chemin. Mais ils font ça pour vivre. Vous voyez? Donc tout le monde, c'est une affaire connue de tout le monde. C'est pas la chaîne CNN qui a révélé ça. Et aujourd'hui, les chefs d'État qui en parlent, on considère que c'est de l'hypocrisie. Finalement, messieurs, merci beaucoup. Je voudrais qu'on entame un autre sujet pas trop loin du premier, puisque aujourd'hui, on remarque que le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est beaucoup plus proche des populations. En tout cas, il effectue des voyages à travers le pays, beaucoup plus à l'intérieur du pays. Ce week-end, on l'a vu de l'autre côté de l'Amatessi, où il a inauguré une ferme agricole mise en place par nos amis égyptiens. Il était également à Sokodé, où il a visité les lieux qui ont été saccagés, brûlés lors des manifestations de ces derniers jours au niveau de Sokodé, en tout cas ces dernières semaines. Alors, une question, quand vous écoutez les discussions, beaucoup se posent la question, pourquoi c'est maintenant que Faure Gnassingbé a senti le besoin d'être plus proche des populations, ou bien c'est maintenant que son projet de social a commencé, ou bien il est en train de vouloir éteindre les foyers de tension, ou là où le feu est en train de prendre par rapport donc aux manifestations de l'opposition. Beaucoup de questions finalement. Et là, comment est-ce que vous comprenez ces multiples déplacements de Faure Gnassingbé finalement? Bon, je pense que en fait, Faure Gnassingbé est dans son rôle, c'est-à-dire c'est le président de la République et à tout moment, il peut quand même essayer de descendre pour pouvoir prendre la température du terrain. Et donc, il est dans son rôle, c'est-à-dire, moi je le comprends comme un président qui est dans son rôle. Tout comme l'opposition aujourd'hui est en train de contester dans la rue aussi. Et donc, je pense que par rapport à ça, moi ça ne me pose aucun problème. C'est un président de la République qui est conscient des enjeux du terrain et qui est dans son rôle. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, l'urgence aujourd'hui, le débat, c'est de pouvoir arriver à résoudre la crise.
c'est l'équation la plus difficile à résoudre aujourd'hui. C'est vrai, il faut aller sur le terrain, il faut être à l'écoute du peuple, il faut quand même essayer d'entendre les uns les autres par rapport à des sujets précis. Est-ce que le fait pour lequel Faure Gnassingbé aujourd'hui est sur le terrain, est-ce que ce n'est pas un échec? Comme le confrère, le collecteur l'a écrit ce matin, pendant longtemps, ce sont ses collaborateurs qui sont sur le terrain. Ils ont vanté beaucoup de projets aux populations. Ils étaient là tout le temps. Il y a de l'argent qui est débloqué régulièrement au niveau du ministère du Développement à la base. Que ce soit aujourd'hui le chef de l'État qui ressente le besoin de descendre lui-même sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non, c'est ce que je dis. Je dis que le président de la République est dans son rôle. Un rôle de père de la République et qui essaye tant bien que mal d'être à l'écoute des populations parce que c'est ce qu'on sent. Et il est dans son rôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui critiquer. C'est vrai que les actions arrivent tardivement, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a eu à brasser aux populations, on dit on va faire ci, on va faire ça, on disparaît, on revient 5 ans après parce qu'il y a législative, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, je pense que le président de la République est dans son rôle. Et bon, il va falloir peut-être attendre que les travaux aillent jusqu'au bout, parce qu'il y a eu suffisamment de choses qui ont été faites ces dernières heures. Il va falloir que les travaux aillent jusqu'au bout pour sentir véritablement l'impact. Parce que déjà au niveau de... Moi je prends par exemple le cas des centrales solaires. Oui. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a énormément fait du bien aux populations locales. Faites le tour, vous allez voir. Parce que vous allez là-bas, c'est des gens qui n'ont jamais connu la lumière. C'est-à-dire ils voient juste des lampadaires. Et ils vous disent aujourd'hui qu'ils ont été raccordés. Moi ça me fait quelque chose. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas fini parce qu'il y a une autre ferme plus loin que Bavou qui s'appelle... je pense qu'il y a 2 autres localités là. Il y a Takpapieni, je pense dans la région des Savanes. Et une autre localité vers la région centrale là-bas qui vont également être accordées. Je pense sur le plan de l'accès à l'énergie, parce que moi je pense que c'est fondamental aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut également saluer. Bon, maintenant, par rapport à l'opportunité de la tournée de Faure Gnassingbé à l'intérieur du pays, où on a même carrément fait venir Tony Blair, etc. Moi je dis que c'est le président dans son rôle. Moi j'attends de pouvoir juger. Mais on peut en faire une analyse politique. Oui, mais déjà on peut en faire une analyse politique. Et là je suis d'accord. Quand on dit par exemple que bon, il y a quand même une motivation dans la crise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, par rapport à ce qui se passe, les frustrations, vous avez vu Dapaon. Oui. Dapaon, c'est vrai que depuis qu'il y a eu la mort de Ansem Sinandare et d'Outi Sinaleng, paix à leurs âmes, et il y a eu une descente de Faure Gnassingbé. Il avait remis des matériels agricoles à des paysans. Et depuis, il n'est plus allé. Il a fallu qu'il y ait cette manifestation-là pour qu'il débarque de nouveau à Dapaon pour recueillir l'avis de la population et des chefs traditionnels. Mais ça n'a pas empêché que quelques jours après son départ, il y a quand même eu des manifestations dans la rue. Et donc, ça fait aujourd'hui qu'il y a quand même une motivation dans la crise. Bon, maintenant, et comme je l'ai dit, le débat principal pour moi, c'est la question du dialogue. Est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui sortir de la crise? On va parler tout à l'heure, rassurez-vous, de cette question de dialogue. Michel, on pourra dire clairement que Faure Gnassingbé est en campagne. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine sera une année électorale. Est-ce qu'on pourra le dire? Oh, bon, les gens peuvent le dire, mais comme l'homme le disait, il est dans son rôle. Moi, je suis de ceux-là qui disaient tout le temps que vous n'allez pas les populations, le chef de l'État manque. De Classou, hein? Oui, Faure Gnassingbé manque aux populations. La chaleur qu'il doit donner en tant que chef d'État, chef de l'État, président de la République, j'ai toujours estimé que les populations n'ont pas souvent cette chaleur-là. C'est juste lors des campagnes et après, bon, il y a des visites sporadiques et puis c'est fini. Mais c'est des mois, région par région, ville par ville. C'est ça, moi, je veux. Moi, je trouve que... Et ça me réconforte dans ma façon de voir les choses. Parce que j'ai dit que Faure Gnassingbé, il a certains dans son entourage qui sont impopulaires. Ils sont même d'ailleurs nombreux. Ils sont impopulaires. Et ça joue. C'est eux, finalement, qui lui créent plus de problèmes. Il lui crée des problèmes. Son image est connaît sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'il a les échos. Il faut aller écouter les populations. C'est maintenant qu'il a les échos de ça ou il a depuis. Non, il ne voulait pas agir. Non, mais tout ce que les gens disaient, peut-être qu'il dit que. Mais moi, j'ai dit ceux qui le rendent les services de renseignement et tout ça là, mais ils ont des intérêts à protéger. Est-ce qu'ils sont obligés de lui dire la vérité? Ben oui. Non, mais je dis est-ce qu'ils sont obligés? Mais j'ai l'impression. Les cadres, quand vous voyez Tchaoudjo par exemple, mais il y a des cadres, mais il ne faut pas. J'ai l'impression aussi que Faure Gnassingbé se trompe parfois, parce que lorsqu'ils pensent que c'est les cadres seuls qui sont intelligents et qui peuvent régler les problèmes, mais ils se trompent. Il y a des gens de rien du tout que les populations écoutent. Il n'a qu'à tenir compte de cet aspect.
Faut qu'ils pensent que certains, parce qu'ils ont la chance de travailler aux côtés de lui, à côté de lui, donc, de travailler à ses côtés, donc, c'est eux les plus intelligents, c'est eux qui peuvent comprendre tout, qui peuvent régler tout. Non. Et donc, vous avez vu, la dernière fois, il était allé à, je pense le jeudi surpassé, il était à Niamtougou, au marché de Niamtougou. Et c'était une visite que, parmi les visites, c'est la seule que j'ai beaucoup aimée. C'est la seule. Tu sais pourquoi Cette visite au cours de laquelle il a acheté du pain dans le sachet noir. Non, ça ne me regarde pas, ça c'est chaud. Mais c'est parce qu'il est allé seul, sans cadre, sans les cadres de la localité. Ça lui a permis de parler à des jeunes comme ça, qui étaient là, de parler à une femme à côté, de parler, il va écouter ce qui se passe réellement. Parce que les cadres, j'estime que certains jouent un mauvais rôle. C'est eux-mêmes qui gâtent les choses sur le terrain et le chef de l'État est mis devant les faits accomplis. À Sokodé, tout le monde sait que les Kotokoli, c'est des chauffeurs, non? Tout le monde le sait au Togo ici. Non, la tendance. La tendance, quand on dit les Kotokoli, la plupart, c'est des chauffeurs. On ne dit pas que tous les Kotokoli sont des chauffeurs. Mais quand vous allez à Sokodé, vous voyez tu es une fois allé dans leur station, dans leur garage, ça ne ressemble à quoi? Mais est-ce que c'est Fort Gnassingbé qui doit aller voir? Il dit, donc vous n'avez pas de station? Mais il y a des cadres. Ils ont fait quoi? Le marché là, c'est marché ça? Alors qu'on sait que c'est des commerçants. C'est Fort Gnassingbé qui doit aller. C'est au cadre de recenser. Pourquoi il a initié le PIDC? Parce qu'il a compris quelque part que. Alors, ces questions que vous évoquez également peuvent être donc réglées par les élections locales et quand les communautés se prendront en charge. En attendant les élections locales. Mais j'ai l'impression, fondamentalement, quand il va sur le terrain, c'est une manière pour lui aussi. Moi, je ne veux pas, quand je le vois avec les cartes des localités, moi, ça me pose problème. Parce que la plupart, c'est eux qui créent des problèmes. Et maintenant, le chef d'État est en difficulté. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la protection du chef de l'État. Et beaucoup, la jeunesse, est révoltée contre beaucoup d'entre eux. Bon, ces gens-là. Je vais réagir par rapport à un aspect de Michel. Oui, je ne suis pas d'accord. Il ne revient pas à un cadre d'une localité de développer sa localité. C'est-à-dire ça. Non, je ne l'ai pas dit. Je dis, ce qu'on a initié le PIDC, c'est pour demander aux populations de dire leurs besoins, non? Bien sûr. Voilà. Mais un cadre peut, s'il est par exemple député, ça lui permet de voir dans quelle mesure il peut. S'il n'est pas député, il y a un député, il peut le porter l'information. C'est dans ce sens. Je ne dis pas au cadre de venir ou au député de venir développer leur localité. Non. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans certaines localités, les cadres ne sont pas suffisamment impliqués dans le développement de leur communauté. Oui, mais et puis c'est une évidence. C'est-à-dire que vous voyez des gens. Ils ont mis leurs enfants en abri aux États-Unis, au Canada et partout en Europe. Et maintenant, le reste, ça ne les regarde pas. Vous voyez des gens qui rentrent chez eux, je ne sais pas si ils arrivent à regarder les gens droit dans les yeux. Des gens qui sont vomis dans leur localité. Il y a des exemples, hein, des cadres qui vont chez eux, vous ne voyez même pas une mouche circuler devant leur domicile. Mais vous allez au domicile de certains à l'intérieur du pays ou au village, vous voyez, ils sont là, les gens font la queue et puis tout le monde vient saluer parce que au moins. Surtout les week-ends. Voilà, surtout les week-ends parce qu'ils sont rentrés, parce que bon, ils sont devoir de reconnaissance. Mais il y a des gens qui rentrent chez eux, mais écoutez, vous n'allez même pas voir une mouche, je vous dis, même pas un chien qui circule. Parce que bon, la personne même elle rentre dans sa localité. Moi, je ne vais pas donner des noms, ils se connaissent. La personne rentre dans sa localité, il n'arrive même pas à donner 1000 francs pour acheter un cahier à un enfant pour aller à l'école. Mais ils mettent dos d'âne devant sa maison, il faut le souligner. Ils mettent les dos d'âne, ça dit que. Ils ne veulent que personne. Ils ne veulent pas. Non, la plupart. Mais il faut qu'on relative. Il y a des cadres, quand ils reviennent, et l'homme le disait, quand ils reviennent au village, il y a des jeunes qui vont vers eux parce qu'ils sont écoutés. Et quand il y a un petit problème, ils peuvent aider, ils font. Mais d'autres, certains sont là, mais d'autres sont là, ce n'est pas leur problème. En même temps, c'est leur argent. Oui, c'est leur argent. Mais on ne les force pas. Mais le bon sens voudrait que quand vous êtes, en tout cas, si vous êtes né d'une localité, vous devez à cette localité parce que c'est cette localité qui vous a apporté et le peu que vous avez, vous pouvez aussi donner un peu. C'est comme ça. Ça a été toujours comme ça. Mais si vous ne le faites pas, mais ne soyez pas surpris un jour que les jeunes vraiment vous vomissent. Les jeunes ne veulent pas vous sentir. Ça, c'est clair. Très bien. Ça nous amène à évoquer très rapidement l'actualité politique et ce qu'on est en train de vivre depuis presque 3 mois et demi au Togo, les manifestations publiques. Nous savons que la semaine dernière, les leaders de l'opposition étaient à Paris, notamment Jean-Pierre Favre, Brigitte Djimangbo et puis Tikpi à Tadam, où ils ont rencontré le président guinéen, le président de l'Union africaine. Alors, on apprend depuis hier qu'il y a encore des manifestations cette semaine, mercredi
jeudi et samedi. Pour l'opposition, il faut toujours maintenir la pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. Cela intervient au moment où nous apprenons également la venue à Lomé de certains émissaires du facilitateur ghanéen pour discuter des réunions préparatoires avec les protagonistes de la crise. Est-ce que vous comprenez, l'homme en donne la parole à Michel, vous comprenez le fait que l'opposition maintient toujours la pression sur le gouvernement Faure Gnassingbé au moment où on est en train de poser des balises solides pour aller aux discussions? Bon, moi je ne vois pas encore clair par rapport aux objectifs de cette manifestation. Surtout que, c'est vrai, vous savez, officiellement, il y a un langage. C'est-à-dire, on dit, oui, on veut un retour à la Constitution de 92, on veut également le droit de vote de la diaspora, oui, etc. Donc maintenant, mais quand officieusement, on a l'impression qu'il y a un double langage. C'est-à-dire, il y a des revendications qui ne sont pas communes. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, et par rapport à ce dialogue et par rapport à la pression que l'opposition entend mettre sur le pouvoir de l'homme, je n'en vois pas encore la finalité. C'est-à-dire, oui, on manifeste, oui, jusque-là, on a manifesté. Et la pression a donné ce qu'on appelle l'ouverture d'un dialogue dans les prochains jours. Et donc, je me réjouis d'apprendre qu'il y a des émissaires ghanéens qui sont de nouveau dans la capitale togolaise depuis hier soir. Oui. Pour pouvoir, selon les informations, asseoir un comité mixte qui va quand même élaborer l'ordre du jour du prochain dialogue. Bon, maintenant, on en est là. Mais est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de pouvoir continuer à mettre la pression? Parce que moi, j'estime que c'est parce que vous allez à la table de discussion et que vous n'êtes pas d'accord, et qu'il y a eu peut-être des gens qui ont été roulés, qu'il n'y a pas eu un compromis, que vous pouvez de nouveau appeler le peuple à descendre dans la rue pour contester, ou bien pour remettre en cause... Vous assumez qu'aujourd'hui, il faut lever le pied? Non, mais aujourd'hui, il doit y avoir une accalmie. Parce que jusque-là, ce qu'on a subi jusque-là, je pense qu'une opposition, une bonne opposition, doit pouvoir miser sur tout ce qui s'est passé depuis le 19 août pour pouvoir asseoir une stratégie et faire tourner la situation en sa faveur. Et jusque-là, moi, je ne vois pas cette opposition-là. C'est vrai que le dialogue, ça a donné, enfin, c'est un résultat de cette pression-là. Mais je ne vois pas encore cette opposition qui a tablé sur tout ce qui s'est passé depuis le 19 août pour retourner la situation en sa faveur et être en position de force. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le rapport de force n'est pas totalement en faveur de l'opposition. Quoi qu'on dise. Alors que ce qui s'est passé depuis le 19 août, tous ces manifestants qui sont descendus dans les rues, tous ces blessés qu'on a eus et tous ces morts, et paix à leurs âmes et condoléances à toutes les familles éplorées, c'est suffisant pour pouvoir faire tourner la situation en faveur de l'opposition au niveau de la table de discussion. Bon, aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse véritablement accélérer les choses pour pouvoir voir clair. Parce que les échos qui nous parviennent de part et d'autre, où l'opposition va rencontrer des gens, où vous savez, vous voyez telle personne qui part aujourd'hui. Moi, je ne veux pas m'inscrire dans une polémique inutile où on dit ceci, cela, mais de toute évidence, il va falloir qu'on puisse dire quelque chose de potable. C'est-à-dire, voilà une opposition qui, quand il y a blessé, mort d'homme, on convoque la presse. On nous a bastonné, non, il y a eu tel manifestant qui est mort ici, les forces de l'ordre ont commis des bévues, ils sont rentrés dans des maisons, des bavures plutôt, ils sont rentrés dans des maisons, ils ont cassé tout, ils ont même tiré des gaz lacrymogènes dans des chambres, etc. Le lendemain, quand vous allez discuter avec un chef d'État, vous vous taisez. Vous ne dites rien à la presse, vous ne dites rien aux manifestants. Oui, parce que c'est ça aussi qui est un peu bizarre. Depuis que Jean-Pierre Fabre, Tikpi Etedam et Brigitte Adjango Johnson ont discuté. Même avant, il y a eu des gens qu'on a aperçus dans des capitales africaines ici. Il y a des gens de l'opposition qu'on a aperçus dans des capitales africaines, à bord d'un jet, à bord d'un vol d'une compagnie commerciale en business class. En tout cas, moi, j'en ai vu. Donc, moi j'ai vu un leader de l'opposition à Abidjan sur un volet Côte d'Ivoire business class le 12 octobre 2017, mais on ne sait pas ce qu'il était venu faire. Octobre dernier ou novembre? Octobre dernier. Donc, on ne sait pas ce qu'il était venu faire. On en a vu, des gens sont partis à Accra et tout ça, mais ils n'ont rien dit. C'est-à-dire, tout il n'y a pas de communication officielle autour de ça. Tout est flou. Il n'y a que la presse qui en parle. Maintenant, quand il y a eu des manifestants qui sont blessés, quand vous voulez manifester, vous dites non, que Faure Gnassingbé doit partir, il faut que ceci, il faut cela, nous sommes blessés, on est morts, tout ça. Mais il faut que... Mais je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Soit vous voulez que la chose avance, soit vous discutez avec les gens, vous leur dites, aujourd'hui, on a été invité par le président de l'Union africaine. Il voulait prendre connaissance de la situation. Voilà ce que nous avons dit. Oui, souffrez que nous ne puissions pas aller dans les détails. Oui. Parce que ça il y a eu un communiqué, mais beaucoup estiment que le communiqué est laconique, qui restreint pas véritablement sur quand il y a mort d'homme et blessé, là, c'est un communiqué, c'est pas communiqué qu'on nous informe. On convoque la presse, non? Mais pourquoi
Pourquoi maintenant vous discutez, vous envoyez les communiqués aux gens? Convoquez la presse, dites-leur que ceci, cela, monsieur, posez des questions, on vous répond et on est transparent. Voilà, maintenant on vous accuse d'avoir pris l'argent de Faure Gnassingbé pour pouvoir aller. Mais ils vont se justifier comment? Si les gens veulent se justifier, les gens disent qu'ils ont 4 ans de visa, qu'ils scannent leur visa, publient dans la presse pour que les gens savent véritablement qu'ils ont 4 ans de visa. Mais écoutez, il faut être transparent. On est dans... Mais je suis désolé. En tout cas, Ntikpi Atedam, en quittant Lomé dimanche soir, bon, moi je parle lundi. Pas de Ntikpi, en tout cas. Non, je le dis parce qu'ils ont fait circuler un audio sur les réseaux sociaux, même un communiqué a circulé où il disait qu'il va en France pour rencontrer Alpha Condé, qu'à son retour, il communiquera officiellement. Autour du sujet. Donc on attend qu'il prenne la parole. Michel Tadia, on tend vers la fin de la crise. Oui, les signaux sont bons. Il reste aux fidèles d'Allah d'aller dans les mosquées, continuer à prier, et aux fidèles, ceux qui croient aussi en Jésus-Christ, d'aller dans les églises pour continuer à prier. Parce que là, on s'approche inéluctablement vers le dialogue. Si les émissaires du président ghanéen sont dans nos murs, je pense que c'est pour une bonne cause. Et les Togolais croisent les doigts. Et vivement que la sincérité, en tout cas, génère dans les deux camps. Parce que au regard de tout ce que nous avons écouté de part et d'autre, il faut quand même que les gens comprennent que c'est l'intérêt du Togo qui est en jeu. Et les calculs mesquins, les calculs politiciens, les intérêts mesquins et autres doivent en tout cas être mis de côté. Mais je voulais aussi m'interroger sur la pertinence des marches qui sont projetées pour cette semaine. Comme le disait l'homme, je ne vois pas en quoi, si nous référons à certaines informations venant du côté du pouvoir, comme quoi ils ne négocieront pas sous pression, alors que c'est eux qui doivent convoquer le dialogue. C'est le pouvoir qui doit convoquer le dialogue. Mais il faut quand même créer les conditions du dialogue, notamment la paix civile, la tranquillité dans le pays. Et donc la pression que projette l'opposition là ne va rien arranger. Moi, à mon avis, parce que vous ne pouvez pas... vous avez marché depuis le 19 août jusqu'à dernièrement. Je pense que les Togolais, l'opinion nationale et internationale, tout le monde a vu de quoi est capable l'opposition. Sa capacité de mobilisation. Maintenant, bon, le pouvoir a marqué sa bonne volonté, vous appelle au dialogue. Mais en attendant, mettez entre parenthèses, en tout cas, votre calendrier de marche et allez-y et voir. Allez-y et voir. Maintenant, par rapport aux sorties de ces leaders de l'opposition, leur rencontre avec certains facilitateurs, nous aussi nous sommes surpris que à chaque fois aux sorties de ces audiences, on ne dit rien. Pas nous, mais aux militants. Parce qu'on a l'habitude de leur compter chaque soir ce qui se passe lorsqu'ils sont dans les rues ou s'ils sont vraiment inquiétés à un endroit quelconque sur toute l'étendue du territoire. Mais cette fois-ci, ils rencontrent. À un moment donné, je me suis posé la question, ou bien c'est les facilitateurs qui les interdisent de mettre. Oui, c'est la question finalement. Ouais. Je me suis posé cette question. Parce que ou bien c'est les facilitateurs qui leur demandent selon de ne pas. De nos informations, à Paris, même après avoir discuté 2 fois avec Alpha Condé, plusieurs médias européens, surtout français, ont sollicité cette idée. Et tous ont refusé de. Peut-être que on ne sait pas grand-chose, hein, mais la manière dont ils ont habitué leurs militants à communiquer sur des situations, sur des sujets, on aurait voulu que peut-être avec les rencontres, qu'on voit l'évolution des choses. Mais si, bon, c'est les facilitateurs qui les mettent dans ces conditions, bon, tant mieux. Mais si c'est eux-mêmes, bon, c'est à leurs militants de tirer les conclusions. Et donc, moi, globalement, ce que je pense, c'est que Dieu vraiment bénisse sincèrement ce dialogue-là qui va commencer incessamment. Et que vraiment la lucidité, la clairvoyance vraiment illumine ceux-là qui seront appelés à représenter les 2 blocs. Et surtout que le facilitateur ou les facilitateurs soient aussi bien illuminés, rodés, bien, parce que tout le monde dit que ça doit être le dernier dialogue. Ça veut dire que
les choses seront dures. Donc il faut aussi un facilitateur dur qui puisse faire fléchir les gens. L'opposition, ça elle doit être lucide, de comprendre qu'il y a certaines choses dont la demande est abjecte. Bon? Oui. Quoi par exemple? Non, je ne vais pas. Ils disent des choses tous les jours. C'est devenu même la récitation. Mais il y a certaines choses sur lesquelles ce n'est pas la peine les choses essentielles sont là. Mais au pouvoir aussi de prendre des décisions courageuses. C'est le tournant décisif. C'est l'occasion ou jamais de prendre des décisions courageuses. De montrer sa bonne foi. Oui, sa bonne foi. La bonne foi, ils ont pris des mesures tout récemment. On veut aller au dialogue, c'est bien. Mais qu'est-ce que le gouvernement ou le pouvoir a envie de faire? Nous allons observer de très près. Et nos lecteurs, vos auditeurs aussi, bien sûr, seront alors, informés. Tout à l'heure, on s'interrogeait sur l'opportunité des manifestations de cette semaine. Je rappelle qu'il y a un communiqué en date du 24, si je ne me trompe pas, voilà, c'est le 24 novembre passé. Le vendredi. Voilà, le communiqué numéro 22 qui renseigne que, eh bien, il y aura de manifestations le mercredi 29, jeudi 30 ainsi que le samedi 2 décembre pour, d'une part, exiger le retour à la constitution originelle de 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger. Et d'autre part, condamner fermement les propos irresponsables. Je lis le communiqué, haineux et va en guerre du chef de l'État devant les bérets rouges au camp de Temelia, le 10 novembre 2017, dénoncer les répressions sauvages des manifestations pacifiques des mois d'août, septembre et octobre 2017, ayant fait des morts, de nombreux blessés, de nombreux exilés, exiger qu'une enquête indépendante soit diligentée pour situer les responsabilités dans ces massacres des populations aux mains nues et traduire en justice les auteurs et commanditaires, dénoncer, condamner les traitements inhumains infligés aux détenus politiques et exiger leur libération immédiate et sans condition, exiger l'arrêt immédiat des persécutions, des arrestations, des poursuites et des violences à l'encontre des militants et dirigeants des partis politiques de l'opposition, exiger l'arrêt immédiat des entraves à l'exercice du droit constitutionnel de manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Voilà les mobiles qui sous-tendent finalement les manifestations que projette l'opposition cette semaine. Un commentaire ? Non, mais je note finalement que on a essayé d'insérer d'autres trucs. Enfin, il y a d'autres sujets qui se sont ajoutés aux motivations. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne vois pas encore la finalité de ces manifestations, si tant est qu'on veut véritablement discuter de deux points fondamentaux que constituent le retour à la Constitution de 92 et le droit de vote de la diaspora. Et donc, je pense que c'est les revendications principales de l'opposition aujourd'hui. Et pour aller à la table de discussion, il va falloir qu'on puisse véritablement inscrire à l'ordre du jour des sujets de l'heure, des sujets qui tiennent autant à l'opposition qu'au pouvoir, c'est-à-dire essayer de trouver un compromis pour qu'on puisse véritablement sortir de la crise. Et donc, comme le disait Michel tout à l'heure, il va falloir qu'on puisse être optimiste par rapport à l'issue de ce dialogue-là, afin que dans les prochains jours, on puisse véritablement sortir de ce marasme politique. Messieurs, merci beaucoup d'être venus pour le débat. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. « 93.1, Taxi FM.